Alors, je me présente, je suis Anne-Marie Savard, professeure ici à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis 2016 et titulaire de la chaire Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Donc, bienvenue aussi à celles et ceux qui sont à distance. Donc, très heureuse aujourd'hui de recevoir Laurence Picard. Bonjour Christelle. Je la présente tout de suite parce qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, Laurence, elle est avocate et postdoctorante à la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. C'est notre première, en fait, postdoctorante de la chaire. Formée en droit et en philosophie, Laurence a réalisé une étude philosophique des systèmes anglo-américains de protection de la jeunesse à travers le prisme d'une approche de la reconnaissance pour sa thèse de doctorat à l'Université McGill. Elle souhaite utiliser la même approche théorique pour réaliser une critique éthique du régime de protection des majeurs en droit civil québécois qui a été profondément remanié en 2023. À travers son projet post-doctoral, Laurence souhaite contribuer à la réflexion sur le traitement des majeurs en besoin de protection. Donc, Laurence nous présente aujourd'hui une conférence intitulée Autonomie relationnelle et reconnaissance, une critique éthique de la protection juridique des majeurs en droit civil québécois. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On a bien hâte. Merci beaucoup. Merci d'être là, merci d'être présent, merci à ceux en ligne aussi. Les propos que je vais tenir aujourd'hui sont encore de nature exploratoire, puisque, comme le dit Anne-Marie, j'ai terminé ma thèse de doctorat en novembre. Et donc, je m'intéresse aujourd'hui dans le cadre de mes recherches postdoctorales avec la chaire, naturellement à la protection des juridiques des aînés, qui me semble évoquer des enjeux théoriques assez similaires à ceux que j'explorais dans ma thèse, qui étaient sur la protection des enfants. Donc, c'est aussi les deux domaines, par ailleurs, dans lesquels j'ai pratiqué comme avocate. J'étais avocate dans les CIS et dans les CIUS, donc en protection de la jeunesse et en santé, avant d'entreprendre mes études de doctorat. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les réflexions préliminaires qui m'habitent au moment de la rédaction d'un article portant sur les fondements philosophiques de la notion d'autonomie individuelle en droit, puis leurs impacts sur la protection juridique des aînés. Donc, ma présentation aujourd'hui va surtout porter sur mon approche théorique pour ouvrir sur des réflexions qui guident actuellement mes questionnements sur la protection des juridiques, la protection juridique des majeurs en situation de vulnérabilité. Donc, puisque mon domaine de spécialisation durant ma thèse était la protection de la jeunesse, j'en suis encore à démêler plusieurs notions doctrinales entourant le droit des personnes. Donc, je suis reconnaissante d'avoir l'occasion d'échanger sur ce sujet parce que je suis convaincue que moi, je vais en apprendre beaucoup aussi pour la discussion qui va suivre. Donc, d'emblée, je pense que c'est important de préciser que mon approche méthodologique, c'est d'envisager le droit sous l'angle de la réflexion philosophique. Donc, une réflexion de philosophie politique appliquée, c'est-à-dire de questionner les présupposés idéologiques, puis les implications logiques et pratiques des concepts juridiques, la façon dont le droit pense c'est quoi un être humain, quels sont ses besoins, quelles sont ses finalités. Donc, comme l'a mentionné Anne-Marie, ma formation initiale avant le droit était la philosophie, donc je m'appuie sur ce bagage-là qui, de toute évidence, a laissé des traces assez indélébiles dans ma façon d'aborder les problématiques juridiques. Donc, je pense que l'approche que j'ai développée dans le cadre de ma thèse sur la protection de la jeunesse se traite bien à la réflexion sur la protection juridique des aînés, parce que dans les deux cas, donc la protection des enfants et des majeurs en situation de vulnérabilité, le droit a créé des catégories de personnes dont il juge la vulnérabilité assez grande pour engager une responsabilité collective de protection. Donc, dans le premier cas, les enfants, la protection juridique existe uniquement en vertu de leur âge, donc selon le critère de la minorité. Dans l'autre, cependant, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, donc c'est la situation des majeurs vulnérables, l'échafaudage théorique qui justifie la mise en place de la protection est plus complexe. Donc, tout l'éventail de moyens juridiques, tout comme l'éventail de moyens juridiques de protection qui sont maintenant offerts sur le champ. Donc, la protection juridique des mineurs découle d'une présomption d'inaptitude à exercer son autonomie individuelle. La protection juridique des majeurs, elle, va découler de façon générale d'une preuve d'inaptitude à exercer son autonomie. Donc, dans les deux cas, la façon dont le droit conçoit le rôle de l'autonomie individuelle, sa valeur pour l'individu autant que pour la société et son fonctionnement, oriente les conceptions du monde juridique sur ce qui est la vulnérabilité, la définition des situations de maltraitance ou d'abus, les causes présumées
et implicite de ces situations d'abus, puis les moyens qu'on va proposer pour protéger les personnes qui sont mises en situation de vulnérabilité. Donc, l'hypothèse que je vais soutenir dans cette présentation, c'est que l'échafaudage conceptuel du droit civil repose sur une conception erronée et désincarnée de l'autonomie individuelle. Donc, par conséquent, il ne permet pas de protéger adéquatement la dignité des intérêts des majeurs qui en ont besoin, notamment les personnes âgées, en raison donc de limites qui seraient intrinsèques. Donc, mon projet est d'élaborer une conception philosophique de l'autonomie plus juste sur le plan descriptif, afin de mesurer l'ampleur de la distance entre la réalité vécue des personnes physiques en situation de vulnérabilité puis la conception juridique de la personne. Il m'apparaît important de mesurer en quoi la conception juridique de l'autonomie individuelle diffère d'une conception empirique, plus représentative de la réalité vécue par une personne physique, de manière à mieux évaluer l'impact réel des normes juridiques qui sont mises en place pour protéger la dignité et l'autonomie des personnes. Donc, je vais développer mon argument, donc l'argument au soutien de cette hypothèse-là, en 4 parties. Premièrement, la façon dont le droit civil québécois définit une personne s'appuie sur une conception libérale et rationaliste de l'autonomie, déconnectée de ce qu'implique l'exercice réel d'un pouvoir décisionnel sur sa propre vie. C'est le cas notamment du concept de capacité juridique et de la notion d'inaptitude. Deuxièmement, ces limites de la conception libérale de l'autonomie personnelle dans le droit deviennent particulièrement saillantes lorsqu'elles sont comparées à des conceptions plus substantielles de l'autonomie, notamment les conceptions de l'autonomie relationnelle qui ont été développées par les théories féministes des 30 dernières années. 42 ans, c'est pas comment. Troisièmement, puisqu'il nous faudrait un modèle pour repenser l'autonomie à l'aune de son caractère relationnel, je propose d'utiliser une version de la théorie de la reconnaissance que je vais vous présenter brièvement. Le concept de reconnaissance permet de donner un cadre évaluatif pour comprendre quelles relations ou structures relationnelles permettent l'émergence, l'exercice et le maintien de l'autonomie et quelles relations limitent ou l'empêchent. Donc, en fait, je vais justifier l'utilité de cette conception d'autonomie par la reconnaissance pour la réflexion juridique, en abordant quelques pistes de réflexion sur la façon dont le juriste devrait tenir compte de cette nature relationnelle de l'autonomie et des failles conceptuelles que cet argument-là révèle dans les fondements de la protection des majeurs, notamment au regard des naissances et formes dans le domaine. Donc, je commence avec la première partie de mon argument. Le droit privé est inclus dans une certaine version de ce qu'on appelle le libéralisme philosophique. Donc, la démonstration est particulièrement frappante quand on s'appuie sur le droit privé codifié, comme au Québec, mais elle traverse l'ensemble des traditions juridiques occidentales. Le libéralisme, c'est une école de pensée très large, donc très commun selon la définition que je vais employer, est un engagement envers la protection de la valeur fondamentale de la liberté individuelle. La justification dans le cadre du libéralisme de cette protection-là trouve son appui dans l'idée d'une égale dignité pour chaque individu. Cette dignité-là découle de l'égale capacité à user de sa raison pour déterminer soi-même les fins auxquelles on aspire et les moyens pour lesquels on choisit de parvenir. Donc, selon le libéralisme classique, les règles de la vie sociale, donc essentiellement l'architecture juridique de la société, sont donc un contrat implicite auquel chaque individu devrait pouvoir rationnellement adhérer, puisque l'objectif du contrat social est de maximiser l'autonomie de chacun. Donc, l'autonomie personnelle, c'est la valeur centrale du droit privé occidental. Protéger la dignité de la personne, c'est protéger son habileté à prendre des décisions seule concernant sa propre vie. Cependant, le droit dépeint la personne physique et son autonomie de façon irréaliste, en insistant sur une rationalité qui est détachée de tout contexte et présumée surtout comme advenant naturellement et également pour chacun, et donc dont la disparition, quand il y a perte d'autonomie, est un peu mystérieuse aussi. Donc, l'importance de la rationalité pour l'exercice de l'autonomie dans ce cadre libéral-là se comprend à travers une analyse sommaire, par exemple, de la notion de capacité juridique. Le premier article du Code civil du Québec attribue aux personnes des droits civils, qui sont les piliers de l'exercice de l'autonomie individuelle. Et le quatrième article, l'aptitude à exercer ses droits. La capacité juridique d'exercice des droits repose donc sur une évaluation de la rationalité individuelle à travers la notion d'aptitude. En effet, en vertu de l'article 4 du Code civil, toute personne est présumée apte et donc possède par principe la capacité juridique. C'est-à-dire que, règle générale, tout se passe comme si chaque personne était parfaitement autonome et non dépendante, entièrement responsable
d'analyser les causes, d'anticiper les effets de ces actes et donc d'en assumer la responsabilité, jusqu'à un moment plus ou moins mystérieux où elle ne l'est plus et où des tiers doivent intervenir pour elle, se substituer à la volonté qui devient des femmes. Naturellement, je caractérise ça de façon très grossière. C'est pour les fins d'argument. Donc, la notion d'aptitude, qui réfère implicitement à l'exercice d'autonomie, est évaluée de façon factuelle. Ce sont des critères jurisprudentiels qui guident les règles d'évaluation de la preuve qui établissent la personne, notamment dans la jurisprudence concernant l'aptitude à consentir aux soins, par exemple. Ces règles sont liées à la compréhension d'une personne à sa situation et les risques qui sont associés aux choix qui lui sont proposés. Donc, comprend-elle la nature de la maladie? Comprend-elle la nature et le but du traitement qu'on lui propose? Comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement? Il s'agit bel et bien d'un test de rationalité. En somme, on se demande si factuellement, une personne est en mesure d'user de sa faculté de raisonner, c'est-à-dire de discerner les faits et d'évaluer ces faits à l'aune de principes et ensuite d'agir conformément aux principes que la personne aura sélectionnés. En fond, c'est la psychologie morale au cœur du libéralisme, qui est une psychologie morale essentiellement rationaliste. C'est aussi en s'appuyant sur la prémisse du développement naturel de la rationalité qu'on distingue les mineurs et les majeurs. Donc, les enfants sont titulaires de droits à leur naissance, mais n'acquièrent la capacité de les exercer qu'avec l'âge, puisqu'on présuppose qu'ils acquièrent uniquement en raison du passage du temps, finalement, une maturité rationnelle. En effet, dans la perspective libérale et dans le droit, tout se passe comme si l'enfant naît avec en puissance sa capacité de devenir rationnel et autonome, qui ne se développerait que par nature, avec l'âge, et donc que tout le monde acquérait de façon plus ou moins idéale. Donc, de la même manière, puisque chacun est apte à prendre des décisions rationnelles, chacun est responsable à part égale des conséquences de ses actes. Bon, bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, le droit actuel n'est pas aussi grossier. Il compense de plusieurs manières les failles de ce modèle-là, en reconnaissant notamment certaines situations où la rationalité peut être partiellement ou entièrement entachée. Mais ce que je veux démontrer, c'est que la structure conceptuelle définissant la personne physique et son autonomie à travers l'exercice et l'aptitude à exercer ses droits repose quand même sur cette prémisse rationaliste-là et héritée du libéralisme. Donc, la capacité juridique, liée à la notion d'aptitude, mais dans une logique légèrement différente, va considérer certaines, c'est-à-dire dans le cadre de l'évaluation de la capacité juridique, certaines personnes vont être considérées dans la même logique, totalement ou partiellement inaptes en raison de leur âge, par exemple, s'ils sont des mineurs. Donc, n'ont pas la capacité juridique d'engager leur responsabilité en droit comme les autres. Et de la même manière, on va juger que certains adultes doivent être de façon exceptionnelle soustraits au régime général de la capacité juridique pour leur protection parce qu'ils sont inaptes à prendre certaines décisions. Donc, on voit que la logique structurelle est binaire. On ne peut pas se soucier. Soit on est autonome, on est apte, soit on est. Donc, je vais terminer la première partie d'argument en attirant votre attention sur le fait qu'en droit, on ne se pose généralement pas la question des causes ou des conditions qui altèrent l'aptitude à exercer l'autonomie. Donc, on se borne à constater qu'il s'agit d'une faculté humaine fondamentale qui s'acquiert à l'extérieur, comme je l'ai dit, et qui peut être affectée par ce qu'on nomme des situations de vulnérabilité. Donc, implicitement, on comprend qu'il s'agit de situations qui affectent les facultés cognitives ou physiques d'une personne dans l'expression de sa volonté. Dans ce modèle conceptuel de l'autonomie, les causes de l'inaptitude à l'âge adulte sont difficiles à comprendre autrement que par une approche, dans le fond, qui est de type médical et individualisante, qui distingue de manière binaire santé et maladie. Donc, pour perdre une aptitude, une personne doit souffrir d'une forme de déficience physique ou cognitive. Il doit dévier de la norme de l'adulte en santé, de l'adulte précisément normal. Par exemple, dans la loi sur la maltraitance des aînés, on va définir la personne en situation de vulnérabilité uniquement à travers ses caractéristiques personnelles. Donc, je cite une personne majeure dont la capacité de demander et d'obtenir de l'aide est limitée temporairement ou de façon permanente en raison notamment d'une contrainte, d'une maladie, d'une blessure, d'un handicap, lesquels peuvent être d'ordre physique, cognitif ou psychologique, telle une déficience physique ou intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ce sont toutes des caractéristiques qui sont uniquement individuelles. Bref, dans le libéralisme et dans le temps civil, être autonome, c'est être raisonnable et la raison est entendue comme une caractéristique humaine fondamentale propre à l'individu.
qui ne nécessiterait pas de conditions particulières pour advenir avec l'âge, mais qui peut être entamé par la maladie ou des circonstances spécifiques et individuelles, et donc il est difficile d'expliquer les fluctuations. Donc, dans la deuxième partie de mon argument, je vous présente une voie alternative à cette conception libérale rationaliste de l'autonomie. Les théories relationnelles de l'autonomie, notamment à travers les travaux de juristes comme Jennifer Nedelsky, ont mis en lumière ce qui aujourd'hui devient de plus en plus une évidence. L'autonomie n'est pas un attribut de la condition humaine. La capacité à développer son autonomie se construit à travers des relations d'interdépendance, de soins, de connexion, et donc ce qui historiquement est l'apanage du travail invisible des femmes, et c'est pour ça que c'est tenu par les théories féministes. Donc, l'exemple le plus évident, c'est celui de l'enfant qui, pour se développer physiquement, mentalement et émotionnellement en adulte apte à exercer son rôle de citoyen ou citoyenne, dépend entièrement de la relation affective et matérielle à ses donneurs de soins, notamment à la figure de la mère. Je vais référer à la mère, mais c'est dans le sens général du terme, mais ça peut être un père. Donc, tout être humain est dans un contexte de dépendance absolue et évolue dans une interdépendance nécessaire, quoique fluctuante, tout au cours de sa vie. Donc, souvent, la déesse entraîne un retour vers une situation de plus en plus grande de dépendance envers les proches de la société et donc une perte d'autonomie, comme on l'entend dans le sens courant. Donc, l'être humain est essentiellement relationnel parce qu'il s'agit d'un être social. Son identité, sa façon de se concevoir comme sujet dans le monde, ainsi que les conditions qui lui sont données pour se réaliser dans ce monde, se constituent tous à travers une relation aux autres et à sa communauté. Donc, la proposition d'une conception relationnelle de l'autonomie, quoiqu'elle soit déjà discutée depuis plus d'une trentaine d'années, est en fait assez radicale. Elle suggère que, contrairement à ce que le droit nous fait croire, on n'est peut-être pas tous également autonomes. Et plus encore, elle dévoile une responsabilité collective de mettre en place les conditions du développement de l'autonomie individuelle si vraiment on veut en faire la valeur principale dans une société. Donc, une fois qu'un juriste admet la nature relationnelle de l'autonomie individuelle, si on cherche à préserver ou promouvoir l'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité, tout en protégeant leur intérêt, deux questions se posent d'emblée, me semble. Donc, d'abord, première question, comment imaginer des critères qui me permettraient de favoriser l'autonomie? Donc, les relations existent toujours déjà, c'est-à-dire que toute personne est dès la naissance en relation avec l'autre, en relation avec sa société, en relation avec le droit. Il ne suffit donc pas de nommer l'évidence, tout être humain est en relation. Il faut un critère normatif ou évaluatif pour qualifier les relations qui sont à même de soutenir et de bâtir l'autonomie individuelle et celles qui peuvent lui porter atteinte. Bref, quelles sont les bonnes relations au regard du critère de la maximisation de l'autonomie. Et la deuxième question va donner la dernière partie de ma présentation, donc plus sur les réformes récentes des régimes de protection des majeurs. Mais je vous la présente pour l'instant pour vous avancer un peu au même en réflexion. Donc, quelles leçons doivent tirer les juristes d'un argument qui rejette la conception d'autonomie au cœur même des normes juridiques qui est plus fondamentale du droit et qui suggère à sa place une définition radicalement différente. On y reviendra sur les pistes de solutions. Peut-être pas satisfaisantes, mais qui sont des pistes de solutions. Donc, commençons par la première question, c'est-à-dire essayons de définir ce que serait une conception d'autonomie relationnelle qui nous permettrait d'imaginer les conditions d'un exercice réel de l'autonomie individuelle. Donc, ce sera la troisième partie de mon argument. D'abord, pour m'assurer que l'argument soit clair, ça, c'est une distinction que j'ai développée en préparant cette partie. Il m'apparaît important d'introduire une distinction conceptuelle qui a fini par m'apparaître cruciale au terme de mes recherches sur la notion d'autonomie relationnelle et je n'ai pas vu expressément exprimée dans la littérature sur le sujet. Celle entre autonomie et agentivité, qui est une traduction maintenant largement acceptée du terme agency en anglais. Donc, si toute personne peut être plus ou moins autonome, si l'autonomie s'acquiert et se perd, toute personne demeure à tout moment sujet de son expérience. Quelqu'un qui fait l'expérience de la subjectivité et de l'avenir, par rapport aux positions, par exemple, au fait d'être un objet, donc quelqu'un sur lequel le monde ou les autres agissent. Donc, si l'autonomie requiert des conditions pour advenir, l'agentivité, elle, est un attribut intrinsèque et inné à tout être humain. Donc, cette distinction-là permet de remettre en question la conception rationaliste de l'autonomie,
sans pour autant perdre la valeur de l'égalité de chaque personne et l'importance de la reconnaître comme agent de son expérience à tout moment, même à des moments où il serait en perte d'autonomie ou en acquisition d'autonomie, personnellement. Ça a été le jour où j'ai pense que ça m'a beaucoup éclairé. Je ne sais pas à quel point ça c'est la première fois que j'en discute, mais moi, je trouve que ça aide beaucoup comme distinction. Donc, revenons à la notion d'autonomie relationnelle. Comme je l'ai suggéré, il est nécessaire de qualifier les relations que la personne entretient pour comprendre leur rôle dans la construction de l'autonomie. C'est un reproche qui a souvent été fait, en fait, aux théories relationnelles du droit. Concrètement, comment évaluer ces relations-là qui sont au cœur d'une nouvelle ontologie? Je m'inspire pour ma part d'un philosophe et sociologue, Axel Honneth, qui lui-même s'est inspiré du philosophe du 19e siècle, Hegel. Et c'est intéressant parce que, en fait, la conception au cœur du droit de l'autonomie, elle est très, très kantienne, elle est inspirée de Kant. Et Hegel était comme le pendant de Kant, c'est un peu la réponse philosophique à l'époque à Kant. Et donc, c'est à travers un débat qui s'est déjà produit qu'on va puiser des sources pour répondre aux problèmes qu'on a encore aujourd'hui. Parce que l'histoire ne fait que se répéter, on invente rien. Donc, Honneth a élaboré ce qu'il nomme la théorie de la reconnaissance. Il y a d'autres versions du concept de reconnaissance, dans celui de Ricoeur, mais moi, je me suis inspirée de la version d'Honneth, qui m'apparaît remplir les critères pour construire une conception relationnelle substantielle de l'autonomie. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un résumé très bref, je vous rassure, et très schématisé de ma version de la théorie de la reconnaissance. Donc, c'est une inspiration, mais je me la suis vraiment appropriée. Dans le cadre de ma thèse, j'ai développé cette théorie en l'ancrant dans des recherches récentes en psychologie du développement, en psychologie sociale et en travail social et en sciences sociales en général. L'idée, c'est de montrer qu'il est non seulement souhaitable, mais possible et réaliste de penser l'autonomie autrement que dans le modèle rationaliste libéral, tout en préservant la valeur de l'objectivité comme cœur de la dignité morale de chacun, et en se fondant sur ce qu'on sait aujourd'hui de c'est quoi un être humain, comment ça évolue dans ses relations, de quoi ça a besoin pour être autonome. Il y a quand même tout un champ de sciences sociales qui se pose aussi la question. Donc, qu'est-ce que j'entends au juste par le terme reconnaissance? Donc, la reconnaissance, c'est un processus par lequel une personne ou un groupe de personnes est à la fois perçu et conçu par d'autres personnes, groupes, comme étant un agent. Donc, c'est-à-dire comme possédant une subjectivité, une potentialité d'agir, et comme ayant une unicité dans cette agentivité-là. C'est-à-dire que nous sommes tous des agents avec des caractéristiques et une histoire personnelle qui nous sont uniques. Donc, la reconnaissance, c'est le fait pour d'autres personnes de reconnaître le fait que moi, je suis un sujet de ma propre expérience et pas juste un objet dans son expérience à vie. Il y a trois grandes sphères de la reconnaissance. La sphère intime, la sphère sociale et la sphère juridique. L'argument général, c'est qu'on ne devient autonome qu'à travers des relations de reconnaissance. Pour moi, devenir autonome, j'ai besoin que quelqu'un d'autre me reconnaisse comme étant autonome. Donc, je soutiens donc que la reconnaissance dans ces trois sphères-là, intime, sociale et juridique, de façon concurrente, donc en même temps, est une condition essentielle à l'acquisition et à l'exercice de l'autonomie. Donc, dans la première sphère, la sphère intime, la personne est reconnue par l'autre à travers le lien affectif qui est, on pourrait l'appeler l'amour, mais c'est lâche. J'entends l'amour dans le sens de reconnaissance, vraiment. Donc, l'exemple le plus fondamental, c'est celui d'attachement entre un enfant et sa mère. J'ai vraiment plongé, moi, dans mes recherches de doctorat sur la théorie d'attachement pour bonifier cette compréhension. Donc, l'enfant développe sa conception de lui-même comme sujet de son expérience. C'est comme être digne de recevoir de l'amour, de l'attention, à travers sa relation, je dis la mère, mais c'est le donneur de soi, donc à travers la relation de l'attachement, et là c'est vraiment important, l'attachement est fondamental dans le développement de la cognition et donc de la rationalité. Donc, elle est fondamentale dans le développement de l'autonomie, ainsi que dans le développement de la confiance en soi, qui est un trait essentiel aussi pour l'autonomie, permettent ensuite à l'enfant de devenir un adulte qui est capable d'identifier ses besoins pour être capable d'y répondre de façon autonome. Donc, l'amour sous toutes ses formes joue le même rôle dans la vie adulte. Par opposition, un déni de reconnaissance dans la sphère intime crée la pathologie inverse. Elle détruit la confiance en soi.
et donc détruit une possibilité de faire confiance à ses propres signaux et à ce qui se passe à l'intérieur de soi pour être capable de développer une réflexion autonome. Par exemple, une personne aînée victime de maltraitance de la part d'un membre de sa famille ou d'un employé sur son lieu d'hébergement va être traité comme un objet et non pas comme un sujet. Donc, l'objet de la violence de quelqu'un, de l'égoïsme de quelqu'un. Et une des réactions largement documentées à la suite d'une expérience traumatique dans la sphère intime, en général, la forme de maltraitance, c'est l'incapacité de la victime à faire confiance par la suite à ses propres signaux, qu'ils soient corporels, émotionnels et intellectuels. Donc, on ne saurait plus à qui faire confiance, puis on ne sait plus à comment se faire confiance à soi-même après pour se protéger. C'est une des raisons pour lesquelles tout à fait à la sphère intime est profondément blessante et problématique pour la dignité humaine. Donc, avec le déni de reconnaissance qui représente la violence, la personne perd une partie de son habilité à déterminer ce qui est bon pour elle. Donc, la reconnaissance dans la sphère intime permet de construire la confiance en soi et est un des piliers essentiels pour le développement, le maintien et l'exercice de l'autonomie individuelle. Et on doit pouvoir faire confiance à notre capacité personnelle d'évaluer les informations qu'on perçoit par l'entièreté de nos facultés pour avoir la possibilité d'exercer un jugement dit éclairé. Donc, ça, c'est la première sphère de reconnaissance. La deuxième sphère, c'est la sphère sociale. La reconnaissance sociale s'exprime entre autres par les rôles qu'occupe une personne dans la collectivité, la rétribution qu'elle reçoit pour ses rôles et le soutien qu'elle obtient pour ses rôles, ainsi que le vocabulaire qui est fourni par la communauté pour développer son identité en rapport à la cause. Donc, en gros, ce qu'elle permet, c'est 3 conditions d'autonomie individuelle qui sont interreliées, des conditions matérielles, des conditions sémantiques, et elle permet de développer à travers ces conditions-là une estime de soi qui permet, elle aussi, de nourrir l'autonomie individuelle. Et je vais vous expliquer, il y a vraiment des raisons psychologiques pour lesquelles l'estime de soi est fondamentale pour être reconnaissante. Donc, d'abord, première condition, la reconnaissance sociale est au fondement des conditions matérielles qui sont liées à l'exercice de l'autonomie. Je pense que c'est ce qui va peut-être le plus de soi. Pour exercer son autonomie, donc faire des choix, encore faut-il avoir la possibilité matérielle de faire ces choix-là. On ne peut pas choisir d'habiter une maison sans avoir les moyens de payer l'achat ou la location. Détenir des avoirs ou un revenu suffisant pour un projet de cette nature-là, par exemple, dépend d'une forme de reconnaissance, finalement, de la part qu'on a eue à la vie sociale sous la forme d'un revenu monétaire. Ensuite, la reconnaissance sociale, on nous donne les conditions sémantiques de l'exercice de l'autonomie. C'est-à-dire que pour faire un choix, il faut d'abord être capable de concevoir comme une voie d'action, comme une possibilité, le choix qu'on veut faire. Et donc, il faut être capable de nommer ces choses-là. Il faut que la société nous ait donné des outils pour le nommer. Quand une réalité individuelle ne fait pas partie d'une réalité sociale nommée, comme faisant partie d'un champ sémantique partagé, elle peut difficilement exister comme possibilité concrète dans l'esprit de la personne qui décide comment vivre sa vie. Un exemple un peu grossier, c'est qu'une femme qui serait, par exemple, convaincue que son seul rôle possible, c'est le travail domestique à la maison, et convaincue que ce travail-là n'a pas de valeur, parce que c'est ce qu'on lui a appris toute sa vie, peut difficilement choisir de devenir une femme d'affaires si ce n'est pas quelque chose qui existe dans sa société. Est-ce que dans ce cas-là, le choix de rester à la maison est pleinement autonome? Bien sûr que non, même si elle peut dire « moi, c'est mon choix ». Par extension de la même logique, la reconnaissance sociale permet aussi de développer l'estime de soi, donc un autre pilier essentiel de l'autonomie. Être capable de se reconnaître comme un membre qui appartient à une communauté puis qui contribue est une composante essentielle dans le développement du sentiment interne de compétence et d'efficience. Ça, il y a des études vraiment détaillées en psychologie qui expliquent ça, que quand on se sent appartenir, qu'on se sent valorisé dans la société, on a l'impression d'être compétent et donc on a une meilleure estime de soi et donc on est plus autonome et on est plus proactif. Et donc, ça a un impact direct sur l'exercice de l'autonomie. Donc, la troisième et dernière sphère, c'est la sphère juridique. Donc, c'est celle qui, pour nous, juristes, est la plus évidente. Pour développer le respect de soi nécessaire à l'exercice de l'autonomie, mais aussi pour avoir les moyens de réclamer les conditions d'exercice de l'autonomie, la personne doit avoir une existence juridique au sens large du terme, c'est-à-dire qu'elle doit exister pour les institutions et être entendue par ces institutions comme membre à part entière. J'appelle ça encore sphère juridique, mais en fait,
suivant les préceptes du pluralisme juridique, j'entends la reconnaissance juridique dans un sens très large. Donc, je pense que je pourrais éventuellement changer mon terme pour la sphère institutionnelle. Pour moi, c'est la reconnaissance des personnes dans leur interaction, avec leurs interactions dans n'importe quel contexte institutionnel. Est-ce que l'institution reconnaît la personne, finalement? Donc, je pense avoir démontré jusqu'ici que, d'un, le droit civil repose sur une conception libérale rationaliste de l'individu. De deux, cette conception-là ne correspond pas à la réalité de l'expérience vécue de l'autonomie, qui, elle, est relationnelle. Et de trois, qu'on peut mieux décrire l'autonomie en la pensant comme le produit de diverses sphères de relations dans lesquelles s'exerce un phénomène intersubjectif de reconnaissance. Parce que naturellement, là, j'ai parlé de la reconnaissance comme si c'était à voix, mais puisque la reconnaissance est toujours effectuée par d'autres personnes, c'est un phénomène qui est intersubjectif. Donc, je vais terminer sur deux réflexions relatives à l'impact de ces limitations-là de la conception juridique de l'autonomie pour les réflexions quant au régime de protection des majeurs en situation de vulnérabilité. Donc, pour cette partie, c'est la partie qui est en développement pour moi parce que ce n'est pas mon domaine de spécialisation encore. Ça va peut-être le devenir, je l'espère. J'espère que la discussion qui pourra s'en suivre pourrait probablement me faire voir des choses que je n'ai pas encore vues, mais en fond, je vous soumets des propositions de comment je vois que ça pourrait faire. Donc, premièrement, un des développements importants qu'ont démontré les dernières réformes en matière de protection des majeurs en situation de vulnérabilité, c'est de reconnaître en fait déjà les limitations de la nature binaire du concept de capacité juridique. Puis déjà, avec le concept jurisprudentiel d'autonomie résiduelle, les tribunaux reconnaissaient deux limites principales à la notion rationaliste et dichotomique de l'autonomie individuelle en droit. L'autonomie résiduelle venait déjà compenser le problème de la dichotomie capable-incapable parce qu'il était déjà évident qu'une personne peut ne pas avoir d'aptitude à exercer certains types de décisions, typiquement les plus complexes, et conserver son aptitude pour en exercer d'autres, possiblement plus banales. Mais cette première limite-là prépasse une deuxième limite plus majeure sur le plan conceptuel, c'est-à-dire qu'on conçoit de plus en plus que l'absence d'aptitude à exprimer une volonté ou à exercer un jugement qui serait considéré suffisamment raisonné ne devrait pas priver la personne de la possibilité de demeurer un sujet plutôt qu'un objet, donc un agent plutôt qu'un patient de sa propre existence. Autant le concept d'autonomie visuelle que, par exemple, la tutelle maintenant modulable répondent à une intuition morale forte qui est que même quand l'autonomie peut devenir défaillante ou plus difficile à exercer, pour respecter la dignité de la personne, on doit préserver son agentivité. Et là, je pense que cette distinction-là entre autonomie et agentivité vient résoudre un enjeu, en fait, au cœur du droit quand on se pose la question de l'autonomie puis de préserver quand même la reconnaissance de la personne, finalement. Donc, ça m'apparaît en fait assez clair que tant qu'on ne distingue pas ces deux concepts-là, autonomie et agentivité, on ne reconnaît pas clairement que tout être humain a besoin de certaines conditions pour devenir autonome et pour exercer son autonomie. Et donc, que les solutions qu'on va mettre en place de devoir pour pallier les incohérences conceptuelles de ses propres fondements ne pourront pas répondre de façon efficace et entière aux besoins des majeurs en situation de vulnérabilité. J'adhère totalement pour le reste au propos de Christine Morin qui dit ici, parce que j'en savais la même conclusion par rapport à le fait qu'il soit problématique de maintenir les distinctions nettes entre capacité et incapacité juridique, ou même en termes d'aptitude et d'inaptitude à mon œuvre. De la même manière, suivant des juristes comme Martha Feynman et plusieurs autres autrices et auteurs, je considère que la vulnérabilité est un fait humain universel et qu'il est problématique de l'attribuer comme étiquette à certaines personnes. Donc, les dichotomies entre personnes vulnérables et non vulnérables ou autonomes et non autonomes sont limitantes qui ne permettent pas de rendre compte d'une réalité qui aujourd'hui est déliable dans le sens social. La vulnérabilité et l'autonomie sont des attributs interdépendants. Il existe des situations de vulnérabilité ou des situations de perte d'autonomie, mais en fonction de circonstances qui sont, comme on l'a vu, pas seulement individuelles, mais aussi chronologiques, biologiques, relationnelles, sociales et institutionnelles dans lesquelles se trouve une personne. Mais il n'existe pas de personne invulnérable comme il n'existe pas de personne parfaitement autonome.
Donc, parler de leur contrat, soit de personnes vulnérables ou des personnes en perte d'autonomie, comme une exception à la règle, pose des problèmes, à mon sens, et obscure la dimension universelle d'expérience humaine à laquelle je réfère, tout en portant atteinte à l'égale dignité des personnes en les catégorisant par leur situation de faiblesse relative. Et là, j'ose à peine utiliser le terme faiblesse parce qu'il me semble que ça aussi, c'est un paradigme qui, si on sortait de l'hégémonie de l'autonomie rationaliste, tomberait peut-être. Il n'est pas si clair que les changements qu'on associe aujourd'hui à la vulnérabilité, à la faiblesse, ne pourraient pas être perçus comme représentant d'autres dimensions précieuses de l'expérience humaine et permettre de valoriser aussi ce qui se passe dans ces moments-là. Donc, dans ce sens-là, à mon avis, les chercheurs ont fait un pas dans la bonne direction avec la réforme du droit des majeurs protégés. La modulation de la tutelle, par exemple, c'est une avancée dans la reconnaissance d'apporter et des nuances dans la protection juridique des majeurs. J'ai des bémols, je vais revenir là-dessus. Mais il faut commencer à réfléchir, il me semble, à ce à quoi pourrait ressembler un système juridique qui ne reposerait pas entièrement sur l'échafaudage du libéralisme rationaliste. Dans les faits, il arrive assez souvent que l'analyse juridique fasse implicitement appel aux circonstances relationnelles et structurelles des choix des parties ou des législateurs. Mais l'utilisation du contexte social, politique, interpersonnel, c'est généralement ponctuel. Ça dépend du contexte particulier d'une réforme législative à la pièce où l'interprétation personnelle de juge, par exemple, serait particulièrement efficace ou sage. Mais tant que les prémices du droit vont reposer sur les bases libérales traditionnelles, ou du moins tant qu'on n'intégrera pas dans le droit certaines obligations de tenir compte des contextes relationnels dans lesquels l'autonomie se construit et s'exprime, il y aura un décalage entre les aspirations du droit et la réalité des justiciables qui se trouvent à naviguer le système de justice précisément en raison de leur situation vulnérable. Bref, dans cette première réflexion-là, je suis un peu un plaidoyer pour dire qu'il faut une réflexion philosophique sur les fondements du droit. Il faut une réflexion philosophique sur notre droit sert à quoi. Et si on a des mauvaises prémices, à quoi ça semblerait avec les bonnes prémices? En tout cas, avec les prémices qu'on sait vraies aujourd'hui, elles vont évoluer avec selon les connaissances sociales aussi. Et il faut être capable de réfléchir à plus long terme et de façon plus ambitieuse, je pense, sur ce que serait un ordre normatif qui serait respectueux de ce qu'on sait aujourd'hui qui sont les besoins humains. Et là, j'ai des idées de comment ça se fait, mais je n'en remarquerai pas là-dessus parce que ça dépasserait de beaucoup l'objectif de la conférence. Mais ça mène à ma deuxième piste de réflexion. Pour l'heure, considérant que la révolution juridique ne sera pas demain matin, il est essentiel, il me semble, que le droit reconnaisse sa propre limitation actuelle pour être plus réaliste et transparent quant à ce qu'il peut mettre en place. Et surtout quant aux effets secondaires que peuvent avoir des mesures juridiques qui peuvent parfois être bien intentionnées, mais parce qu'elles sont basées sur une conception irréaliste de comment les personnes interagissent, finissent par créer des effets secondaires, donc des distorsions qu'on n'avait pas vu venir. Et je pense que c'est l'apport le plus intéressant présentement de mon travail pour l'actualité. Je pense que ça permet d'anticiper un petit peu des problèmes dans les réformes. Donc, la façon dont le droit civil définit l'autonomie personnelle ne permet pas de rendre compte de la complexité des facteurs qui affectent l'autonomie de la personne âgée, par exemple, tout en respectant son agentivité. Puis, malgré les réformes, cette réalité-là de prendre la réalité de la limitation du droit limite la possibilité de prendre concrètement acte de la nature relationnelle de l'autonomie et de la distinction entre autonomie et agentivité. Donc, concrètement, ces enjeux me semblent limiter les impacts que pourrait avoir, par exemple, la réforme implantée par le projet de loi 18. Par exemple, bien que la tutelle soit maintenant modulable, elle évolue encore dans les dichotomies aptes-inaptes, capables-incapables, qui sont fixées dans le temps par un jugement de la Cour, sans pouvoir prendre tenir compte des fluctuations de l'aptitude à exercer l'autonomie. Donc, sans une compréhension plus fine de la distinction entre autonomie et agentivité, la réelle reconnaissance de la personne protégée comme agent de son expérience risque encore d'être entamée par le paternalisme du tuteur, même si celui-ci est bienveillant, même s'il peut retourner à la Cour le plus souvent, même si on a modulé la tutelle. Et je dirais probablement plus encore, et ça je pense que c'est un problème généralisé dans beaucoup de domaines de droit, cette nouvelle version de la tutelle ne change pas les impacts du recours nécessaire au tribunal. Donc, comme l'indiquait déjà le mémoire de la chaire sur le projet de loi 18,
même la nouvelle mesure de représentation temporaire du majeur requiert une preuve d'inaptitude devant le tribunal. Or, bien malgré lui, et là, moi, j'ai développé, peut-être je ne pourrais pas vous le faire, mais j'ai développé une réflexion aussi sur comment la théorie de la reconnaissance permet de critiquer le contexte contradictoire du tribunal, les problématiques que ça génère au niveau de la mise en place des modes alternatifs de règlement de conflit. Je m'inspire un peu de ça pour cette critique. C'est que, bien malgré lui, c'est un contexte rationaliste, le processus juridique aussi. Hein? Et ça tend à aller à l'encontre des principes de la reconnaissance. Malgré l'appellation de matière non contentieuse donnée aux audiences en matière de protection de la personne, la démonstration factuelle de l'inaptitude se fait dans un contexte contradictoire où le majeur se retrouve opposé à la personne souhaitant vraisemblablement le protéger, sans égard à l'impact du processus juridique sur la relation qui les décrit. Hein? Des fois, ça va être des proches, des fois, ça va être un soignant. Il y a une relation qui les unit. Et le processus juridique n'est pas sans impact sur cette relation-là, puis a tendance à effriter la relation pour finalement, parce que l'objectif, c'est de faire valoir les droits de la personne, mais ce n'est pas clair que le processus juridique qui vise à garantir les droits du majeur visé par une mesure de protection ait l'impact désiré, c'est-à-dire qu'il vit une expérience de reconnaissance, qu'il se sente considéré dans son agentivité. En fait, les indices qu'on a, c'est plutôt à l'effet inverse. Les travaux, par exemple, d'Emmanuel Bernheim sur les ordonnances de soins en santé mentale sont vraiment soutenus à la presse que dans les faits, le passage au tribunal est souvent vécu comme un déni de reconnaissance par le majeur visé. Donc, finalement, il faut se poser la question, ça sert à quoi? Pratico-pratique, est-ce qu'on a les bons moyens pour répondre à aux problèmes qu'on essaie de résoudre avec le droit? Et donc, pour revenir à la réforme, il m'apparaît important, avant de conclure, de spécifier que l'introduction de la mesure d'assistance au majeur, qui est la mesure qui m'apparaît l'avenue la plus respectueuse d'une conception relationnelle de l'autonomie dans le contexte de la théorie de la reconnaissance. Donc, à la lumière de la théorie de la reconnaissance, cette mesure-là reconnaîtrait, par exemple, la nature relationnelle de l'exercice de l'autonomie parce qu'elle implique que la relation d'assistance permet une meilleure protection de l'autonomie de la personne en situation de vulnérabilité. Donc, l'autonomie peut être améliorée par une relation. Et de la même manière, l'encadrement de la mesure pour le curateur public, par exemple, c'est une mesure de reconnaissance institutionnelle de la relation. Là, faire cette démarche-là, je vais proposer dépasser les objectifs de mes travaux en cours, mais je pense qu'il serait opportun de faire des travaux empiriques sur l'utilisation de cette mesure-là. Par exemple, en obtenant le nombre d'assistants inscrits au registre public ou en interrogeant les professionnels appelés à travailler auprès d'une clientèle de personnes âgées. Parce que moi, la question que ça me posait, malgré tout, c'est est-ce que les gens comprennent la mesure? Est-ce qu'ils sont en mesure de l'utiliser? Est-ce qu'il y a assez, finalement, de reconnaissance sociale en place pour que la reconnaissance institutionnelle et la reconnaissance interpersonnelle puissent véritablement jouer leur rôle dans l'augmentation de l'autonomie des personnes. En fait, ce que je dis là, c'est quelque chose qui est vulnérable à la théorie de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle doit être pairée avec des constats empiriques pour évaluer les impacts de la limitation conceptuelle des normes juridiques, parce qu'elle se fonde sur est-ce que dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Donc, elle nécessite une analyse assez régulière, un retour à la pratique assez régulier et un rapport entre la théorie et la pratique qui soit en dialectique. Mon commentaire souligne aussi la nécessité de mettre en place des mécanismes de reconnaissance sociale de la gentilité des personnes en situation de vulnérabilité pour s'assurer que les mesures comme, par exemple, la mesure d'assistance soient utilisées et utilisées à bon escient. Et là, ça souligne un point important, je pense, de la reconnaissance, c'est que l'autonomie individuelle, elle n'est possible que lorsqu'une personne vit des expériences de reconnaissance dans les trois sphères, intime, sociale et juridique. Et donc, ça montre bien que la sphère juridique, elle est limitée et qu'on ne peut pas la penser au-delà des autres sphères de reconnaissance. Elle fournit donc une assise théorique pour comprendre les raisons pour lesquelles une norme juridique seule ne peut pas prévenir l'abus de la règle. Et donc, les trois paliers de reconnaissance doivent être en action et en interaction.
pour garantir le respect de la gentilité des personnes et la possibilité d'exercer dans la plus grande mesure possible leur autonomie. Donc, je m'arrêterai là, puis je suis hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup.